Salut à tous. Bienvenue à vous sur mes différents réseaux sociaux. Bienvenue à vous si vous me suivez depuis YouTube et également sur Facebook. Je suis pas comme Mea, je suis professeur certifié d'éducation physique. Eh bien non, je ne suis pas là pour vous parler de sport, d'éducation physique. Et là, je suis autodidacte, également investisseur en capital risque par le biais donc du financement participatif, donc ce qu'on appelle le crowdfunding. Je suis intéressé par ce secteur-là, ou du moins je me suis intéressé par ce secteur depuis 2017, donc ça va faire quand même 9 années, donc 9 ans que j'investis donc dans des startups technologiques, dans des projets de capital risque par le biais du financement participatif. Et ça fait quand même une expérience non négligeable. Depuis également l'année 2020, j'ai commencé donc à explorer le marché donc de l'investissement boursier, donc l'investissement dans les actions en bourse. Et depuis 2022, je suis investisseur en plein temps, voilà, sur le marché de la BVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, au niveau donc de la sous-région ouest africaine, où donc je passe mes ordres d'achat d'actions, ainsi de suite. Eh bien, ça fait quand même une expérience accumulée dans le domaine donc de l'actionnariat. Et grâce à cette expérience-là, j'ai pu en 2023 mettre sur le marché, donc publier donc mon premier livre intitulé donc Devenir un génie de l'investissement, société cotée vs Startup. Alors, j'ai fait donc publier ce livre parce que j'ai remarqué un manque en ce qui concerne l'investissement dans des startups et on va dire en bourse. Voilà. Et sur le marché, il y a des formations qui sont disponibles sur l'investissement en bourse, mais très peu parlent donc des startups. Très peu donc s'intéressent aux startups. Et donc, ce livre est une analyse comparative de ce que c'est qu'investir dans une start-up, également aussi ce que c'est qu'investir dans une société en bourse. Et c'est un guide en quelque sorte pour le petit investisseur. Et qui est-ce qui est considéré ici comme petit investisseur? Eh bien, si vous n'êtes pas en mesure d'investir au minimum, on va dire 20 millions de francs CFA, alors pour ceux qui sont qui parlent en dollars, on va se situer autour de 30 000 dollars dans un projet, alors vous êtes considéré comme un petit investisseur. Eh bien, ce statut-là ne fait pas pourtant de vous quelqu'un qui n'est pas nanti et qui n'est pas qualifié à investir. Vous pouvez investir et donc ce livre va permettre à celui qui est donc considéré ici sur le marché financier comme un petit investisseur de pouvoir donc avoir les informations et pouvoir s'orienter sur ces différents marchés-là. Donc, c'est un guide. Eh bien, il est disponible sur Agent Livre. Donc, je mettrai donc le lien en description de cette vidéo et il est au prix de 10 000 francs sur Agent Livre. Et également pour ceux qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, voilà, vous pouvez donc l'acquérir. Pour ceux qui sont bien sûr intéressés par le livre, vous pouvez bien sûr l'acquérir donc directement auprès de moi et au prix promotionnel de 5 000 francs. D'accord? Bien sûr, les frais de livraison sont à votre charge et donc vous aurez également mon contact WhatsApp, Telegram en description et également aussi à la fin donc, de cette vidéo-là. Alors, je ne suis pas, disons, là pour vous parler spécialement, mais c'est important quand même de savoir à qui on a affaire ou du moins ça, qui est en face de nous. Et donc, il est important quand même que je me présente à vous. Eh bien, cette vidéo est enregistrée pour vous faire part de mon avis, mais mon avis viendra donc donc à la fin de la vidéo. Je vous vous invite à rester à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais vous partager donc
ce que j'ai pu découvrir donc, sur le nouveau projet de financement participatif qui a été lancé tout récemment, donc le projet Exploria. Donc, je vais vous dévoiler ici ce que j'ai pu donc retrouver à partir donc de mes recherches sur le projet et ce que je pense également de ce projet de financement participatif là qui se lance ou qui est lancé tout récemment sur le marché. Et pour ce faire, je vous ai concocté donc un petit PowerPoint, voilà, un petit PowerPoint où vous allez donc découvrir le résultat, ou pour ne pas dire les résultats de mes recherches, et également aussi je vais vous partager mon avis comme je l'ai dit. Et donc je vais tout de suite là maintenant lancer le partage d'écran afin que on puisse suivre ensemble ce que j'ai à vous partager sur cette nouvelle opportunité Exploria. Vous vous demandez, vous posez certainement assez de questions. Et donc, je pense que cette vidéo-là va pouvoir vous apporter certaines éclaircies ou certaines compréhensions sur ce projet. Voilà, juste, je lance et là, et, ok, c'est bon. Alors, nous avons bien sûr affaire à une start-up, d'accord? Donc, Exploria est une start-up et pour ceux qui s'intéressent aux startups, à l'investissement dans des nouvelles entreprises, dans de nouvelles idées technologiques, eh bien, il y a certains critères sur lesquels il faut se baser. Et donc, moi, en tant qu'investisseur en capital de risque, lorsque un projet se présente à moi, je vais m'appuyer donc sur ces critères-là pour évaluer cette startup-là, pour voir si oui ou non, il est intéressant d'accorder du crédit à ce qui est dit, ou du moins intéressant de pouvoir donc apporter un petit capital à cette start-up, cette idée. Eh bien, les critères sur lesquels vous devez vous baser logiquement, je dis bien logiquement parce que malheureusement, très peu de personnes se lancent dans l'investissement dans les startups sans pour autant prêter attention à tout ceci. Alors, ces critères-là également, je les ai dévoilés dans le livre, dans mon livre, Devenir ingénieur de l'investissement. Donc là, je vous partage un pan de ce qui est dans le livre, ou du moins de ce que vous pouvez retrouver dans ce livre-là. Est-ce que vous avez un produit qui est innovant? Donc la start-up qui est en face de moi propose tel un produit innovant. Donc, avant de faire une technologie innovante, là c'est un. Est-ce que cette entreprise naissante-là résout un problème fondamental? Alors oui, toutes les entreprises sont là pour résoudre des problèmes. Mais est-ce que là, on a affaire à une entreprise qui vient résoudre un problème fondamental? Donc ça, il faut que je puisse checker à ce niveau. Avons-nous affaire à un produit qui est compétitif? Donc, du point de vue de la qualité et du prix également pour le consommateur. Pour ce qui est des technologies innovantes, est-ce que nous avons un prototype existant de cette technologie? Et si oui, est-ce que cette technologie a été donc testée et éprouvée? Donc, avant nous, ou du moins ça, est-ce que l'entreprise, les fondateurs ont fait des tests de leurs produits et ces tests-là, est-ce que ces tests ont démontré, ont approuvé, validé donc les caractéristiques qui ont été déclarées ou du moins qui sont déclarées? Est-ce qu'il y a des brevets? Donc, quand on parle d'innovation, s'il n'y a pas de brevet, l'investisseur, disons, doit pouvoir constater ou observer ça. Parce que quand vous dites que vous êtes auteur d'une idée, d'une innovation, il faudrait donc pouvoir fournir un brevet, faire enregistrer donc un brevet. Le brevet, pour l'investisseur que je suis, que vous êtes, vient ici, vous dit, tiens, c'est une technologie qui est brevetée, qui est sécurisée. Et donc, nul au monde, personne d'autre au monde ne peut sortir pour dire, tiens, c'est moi qui ai mis sur pied ou mis sur le marché cette innovation. D'accord? Donc, le brevet vient confirmer les droits d'auteur de
du fondateur ou de l'auteur et également aussi protéger son innovation de sorte que si quelqu'un veut exploiter votre innovation, votre invention, il est obligé donc de prendre une licence auprès de vous. Donc, c'est important. Est-ce que les fondateurs sont connus? Oui. Le fondateur ou bien les fondateurs d'une entreprise, d'une start-up et qui, de surcroît, veut faire un appel au financement, est-ce qu'ils sont connus ou bien ils opèrent dans l'anonymat? Donc ça, c'est important pour moi également aussi de pouvoir le constater. Avons-nous affaire à une équipe professionnelle et expérimentée? Alors, je me suis présenté, en début, je vous ai dit que je suis professeur certifié d'éducation physique, autodidacte, investisseur capital risque, investisseur boursier à la BFM. Est-ce que mon expérience professionnelle là me permet de dire que je peux mettre au point une technologie tierce dans le domaine de l'aviation ou dans le domaine de la téléphonie? Est-ce que j'ai les qualifications requises? Est-ce que j'ai l'expérience? Donc ça, moi, je vais regarder cela en tant qu'investisseur. Est-ce que j'ai affaire à une équipe professionnelle et qui a une expérience quand même? Et aussi, avons-nous un service de communication qui est disponible, qui vous répond presque du tic au tac? Vous allez écrire, vous allez poser des questions pour avoir des informations, des nouvelles. Est-ce qu'on vous répond soit immédiatement, soit dans les heures qui suivent, ou bien est-ce qu'on va mettre des mois ou des semaines, des jours avant de vous répondre? Donc ça également aussi, il faut pouvoir observer cela. Avons-nous affaire à un marché énorme, un potentiel marché énorme? Donc, marché potentiel. Est-ce que le marché, il existe? Eh bien oui. Si vous créez une start-up, vous lancez un produit, eh bien, il faudrait que ce marché-là existe. Il faudrait qu'il y ait un marché existant. Ou alors, c'est vous qui allez en fait créer ce marché. Bon, voilà. Donc, moi, en tant qu'investisseur, je dois pouvoir observer cela. Maintenant, le dernier point, est-ce qu'il y a déjà des clients potentiels? Est-ce que cette entreprise-là a déjà des clients, des personnes, des entreprises, des entités qui s'intéressent à cette technologie, à leurs produits? Eh bien, voici et ainsi planté le décor. Voici ce sur quoi va se baser mon analyse au cours de cette vidéo, que je l'avais écoute, je l'espère. Et à la fin, donc, je vais vous partager mon avis motivé, argumenté par rapport donc à cette nouvelle opportunité X-Floria. Alors, il faut comprendre l'idée de base qui est derrière donc ce projet X-Floria. X-Floria est un projet qui vise donc à développer un appareil sans fil. Donc, on a fait donc un appareil sans fil qui est dénommé donc le XPH 1100 Fusion Core. Donc, cet appareil-là est doté, ça c'est ce qu'ils disent les fondateurs, donc c'est ce qu'il dit l'équipe de X-Floria, est doté, ou du moins sera doté donc d'un chipset propriétaire. Donc, ils ont développé en interne leur propre technologie, donc un chipset propriétaire qui est capable d'optimiser, donc d'augmenter la vitesse de la connexion Internet, bien sûr, de stabiliser votre connexion Internet, également aussi d'améliorer donc la communication réseau de manière fluide, afin que nous puissions, vous et moi, puissions avoir accès à Internet partout dans le monde. Donc, c'est un produit qui vise à faciliter ou du moins à permettre aux usagers d'avoir accès à l'Internet de façon, je vais dire, universelle. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous aurez donc accès à un Internet de meilleure qualité, stable, fluide, etc. Donc, voici l'idée qui est derrière cette start-up en question. Quels sont les avantages? Alors, ce que j'ai dit, je parle d'abord sur ce qui est déclaré par l'entreprise et ensuite, on va aller donc sur certaines vérifications des recherches que j'ai eu à mener et donc je vais vous partager le contenu ici. Donc, les avantages déclarés donc de cet appareil, c'est que c'est un appareil qui intègre les réseaux
4G à 7G. Bien sûr, nous sommes au niveau donc de la 4G actuellement, on parle maintenant de 5G. Eh bien, cet appareil-là est capable, ou du moins sera capable d'intégrer donc la technologie 4G, le réseau 4G jusqu'à 7G. Ce même appareil intègre également le Wi-Fi 6 et 7, la 4 SIM cloud et la connectivité par satellite. Donc, grâce à cet appareil, a priori, on serait en mesure de pouvoir être connecté à Internet, soit à travers le réseau 4G jusqu'à 7G, le réseau Wi-Fi 6.7, également aussi la 4 SIM I4, donc les 4 SIM électroniques, également aussi par satellite. Cet appareil peut diffuser, donc j'utilise des termes un peu plus compréhensibles, d'accord, peut diffuser l'Internet sur un rayon de 500 mètres. Donc, grâce à cet appareil, vous pouvez être à une distance allant jusqu'à 500 mètres et être connecté, avoir accès à l'Internet. D'accord. L'appareil est également capable de connecter jusqu'à 1000 appareils simultanément. Donc, c'est un appareil qui vient, je vais dire, élargir les possibilités de connexion pour une multitude de personnes, je vais dire, d'appareils. Voilà, parce que les appareils sont manipulés par des personnes. Donc, appareil, personne, c'est tout comme. Donc, 1000 appareils peuvent se connecter à Internet grâce à cet appareil XPH1100. L'autonomie, c'est un appareil qui peut fonctionner, on va dire, dont l'autonomie va jusqu'à 15 jours. Donc, je dis n'importe quoi, j'ai mon appareil XPH1100, eh bien, doté d'une batterie, c'est chargé pleinement. J'ai 15 jours avant donc de pouvoir recharger cet appareil. C'est ce qui est déclaré. Quelle est l'utilité, on va dire, de cet appareil pour les usagers? Alors, grâce à cet appareil, vous l'avez déjà compris à travers les avantages que je viens de numérer, donc déclarer, je dis bien. Cet appareil permet un accès à une connexion Internet de qualité partout dans le monde. Donc, j'ai mon appareil, je peux donc être connecté à Internet everywhere. Donc, dans des zones reculées, en avion, d'accord? Bien sûr, en avion, on va vous interdire d'activer votre connexion Internet pour ne pas brouiller les systèmes de communication internes au niveau de l'avion. Mais, a priori, si cela était possible dans l'avion, là où tout le monde est coupé du monde entier, là où tout le monde est coupé d'Internet, grâce à cet appareil-là, vous avez accès à la connexion Internet. Également aussi en bateau, donc en haute mer, dans les déserts, ainsi de suite, vous pouvez avoir accès à Internet. L'appareil est également idéal pour les collectivités, pour les bureaux, donc on parle là des entreprises, également aussi les écoles, les villages. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous savez combien de fois nos villages et campements souffrent donc de cet accès à une connexion Internet, et si tel est le cas, une connexion Internet de qualité. Un coût abordable pour le consommateur par rapport à ce qui est proposé par les fournisseurs de satellites, d'Internet par satellite. Donc, la liste est longue, mais je prends là ces quelques utilités là, voilà, pour les consommateurs, pour les usagers, pour les entreprises. Donc, voici l'utilité de cette entreprise. Je parlais dans la liste des points à checker, à vérifier, du marché. Est-ce qu'on a un marché potentiel? Donc là, on parle là du marché de l'Internet, de tout ce qui est comme service Internet. Alors, voici quelques chiffres. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur la planète et le nombre d'utilisateurs connectés, donc qui utilisent Internet de façon régulière, s'élève à 5,4 milliards de personnes. Attention, on a là fait un marché énorme. Donc, 5,4 milliards de personnes, sachant bien sûr que là, nous sommes en 2025, ce qui représente environ 67,50% donc, d'une couverture. Donc, voici ceux qui ont accès à Internet.
il y a donc environ, je dis bien environ 33%, on va dire 32,50% de la population mondiale qui n'a pas encore accès à Internet ou à un Internet de qualité. Donc, ça est là. Donc, nous ne sommes pas encore à 100%. Et les consommateurs, selon les statistiques de 2021, passent 192 minutes en moyenne sur Internet par jour. Ce qui représente environ 3 heures du temps que nous passons par jour sur Internet. Donc ça, ce sont les statistiques. Maintenant, venons maintenant aux chiffres, d'accord, de ce marché, de tout ce qui représente les services liés à Internet. Donc, quand on parle des services liés à Internet, vous avez la vente en ligne, le e-commerce, vous avez, je vais dire, bon, réservation de billets d'avion, d'hôtel. Donc, il y a des plateformes de e-commerce bien spécifiques, mais également aussi la possibilité de faire des réservations. D'accord. Le temps passé sur les réseaux sociaux, la navigation sur les réseaux sociaux, et les cours en ligne. Donc, tout ce qui concerne donc l'Internet. En 2024, ce marché a représenté 1310 milliards, donc plus de 1310 milliards de dollars. Ça prend en compte également aussi la vente donc, de données mobiles de connexion Internet dans le monde. En 2025, 1500 milliards de dollars. Et les perspectives jusqu'en 2030 nous donnent donc une prévision d'un marché qui va croître jusqu'à 4210 milliards. Donc, c'est un marché énorme, le marché de l'Internet. Donc, de 1300 milliards de dollars en 2024, d'ici 2035, on pourrait être à 4200 milliards de dollars. Donc, c'est presque multiplié par 4. Donc, on va croître. Donc, voici le marché. Voici le marché donc, de l'Internet. Ça, ce sont des faits. Ça existe déjà. Avec ou sans Xfloria, ce marché-là est réel. Il existe. Maintenant, il n'est pas couvert à 100%. D'accord? Donc, il y a des localités qui n'ont toujours pas accès à Internet. Alors, qu'est-ce qui a été fait, ou du moins, qu'est-ce que l'entreprise déclare avoir déjà réalisé? Donc, l'équipe du projet nous informe, nous dit qu'ils ont créé une entreprise en Inde du nom de, je vais me faire en tout cas l'honneur, ou du moins je vais me forcer, voilà, de lire ça. Six, donc CIS, Xflorian Tech Private Limit. Donc voici le nom de l'entreprise qui a été donc enregistrée. Et que Xfloria, c'est le nom de Mac, de la Mac. Donc l'entreprise qui est enregistrée en Inde, c'est Xflorian Tech Private Limit, avec des documents qu'ils mettront à votre disposition si vous les contactez. Donc, ils mettront ces documents-là à la disposition de toute personne désireuse de prendre connaissance, d'en prendre connaissance. Il y a des fondateurs. Donc, les fondateurs existants, ils sont deux. On a Joyce Williams, qui m'excuse si je prononce, j'écorche le nom, voilà. Donc, Joyce Williams, qui est le fondateur et directeur général de cette entreprise qui a été donc créée, qu'ils disent avoir créée. Puis, on a Anish Swarup, j'espère que je prononce bien le nom, qui est cofondateur et directeur. Donc, il y a un qui est fondateur, directeur général. Donc, l'idée principale, on va dire, provient donc de Joyce Williams. Et vous avez donc son cofondateur qui est Anish Swarup, qui est directeur. Ils nous disent que les deux fondateurs sont des professionnels expérimentés dans ce secteur d'activité déclaré de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va vous dire. C'est ce que tout le monde vous dira. Sur les documents qui ont été donc enregistrés, on a ici certificat d'enregistrement auprès du ministère des Affaires en Inde. Donc, vous avez le numéro identifiant de l'entreprise
Six Florian Dash Private Limit, j'espère que je prononce bien, qui est en bas là. Donc, ça, c'est le premier document. Le second document, il s'agit donc d'un certificat de reconnaissance en tant qu'une start-up en Inde. Donc, ce certificat-là a été délivré par le département de la promotion de l'industrie et du commerce interne du ministère du commerce et de l'industrie de l'Inde. Donc, vous avez le numéro de certificat DIPP 1990-09. C'est un document donc qui est montré ou du moins communiqué aux investisseurs. On a également un numéro d'un autre document qui nous montre un numéro UDIAM de l'entreprise. Ce numéro, donc, ce document a été donc délivré par l'entreprise, par le ministère des micro, petites et moyennes entreprises de l'Inde. Donc, vous avez le numéro UDIAM qui est en bas là, que j'ai mis là, UDIAM, trait d'union, UP, trait d'union, 43, trait d'union, 01, 38, 866. Un autre document, il s'agit là, ici, d'un document constitutif de la société. Donc, c'est un mémorandum et également aussi les articles liés donc à l'association d'entreprise qui a été, ou du moins qui ont été signés. Donc, chacun des documents a été signé électroniquement par les fondateurs. Donc, les fondateurs qui ont signé ces documents-là, sur ce document, mais sur ces différents documents, vous allez retrouver deux noms. Le nom de Maud Jishan, comme signataire, et Anish Swarup. Je vous rappellerai que les deux fondateurs déclarés donc, de l'entreprise, c'est Joyce Williams et Anish Swarup. Ici, sur le document, on retrouve Maud Jishan et Anish Swarup. Donc, je retrouve un nom. Mais il y a un nom que je ne retrouve pas. Alors, on va poursuivre. Voici les documents. Voici ce que l'entreprise dit avoir déjà réalisé, qu'ils ont créé, qu'on a des fondateurs qui sont professionnels, qui ont une expérience requise pour pouvoir développer donc ce produit en question. Alors, moi, mon travail, mon rôle, c'est de chercher à authentifier tous ces documents. Pour savoir, est-ce que ce sont des documents qui sont authentiques? Donc, on peut faire une vérification. Ou alors, ce sont des documents qui se sont assis dans leur salon. Et ça, les arnaqueurs le font, hein. Ils falsifient les documents officiels pour vous faire croire que c'est un document qui a été délivré par tel ministère, tel ministère. Et si vous ne poussez pas votre réflexion plus loin, eh bien, vous regardez en apparence le document et vous vous jetez donc dans l'opportunité. Plein, beaucoup l'ont fait et il s'est révélé que ces documents-là étaient de faux documents. Donc, moi, je vais chercher à authentifier. D'autant plus qu'on me parle de l'Inde, qui est un pays qui est quand même un peu avancé, pour ne pas dire beaucoup avancé dans le domaine donc, de la digitalisation au niveau donc, de ces différents services. Et donc, je vais chercher à vérifier tous ces documents. Donc, on part sur le premier document. Le certificat d'enregistrement auprès du ministère des Affaires en Inde. Le ministère des Affaires en Inde a un site internet. Et donc, je vais sur Google, je vous invite à faire autant. Je vais vérifier si, effectivement, il y a une entreprise qui a été enregistrée à ce nom, pardon. Donc, là, je ne le fais pas en direct pour gagner en temps, d'accord? Donc, je vous ai ramené une capture d'écran, mais vous pouvez le faire. Vous allez sur Google et vous tapez donc ministère des Affaires, disons, en anglais, si vous voulez, en anglais, ça passe plus. Donc, ministère des Affaires en Inde. Mais je vous donne quand même, vous pouvez voir ou bien entrevoir le lien du ministère. mca.gov, donc gov.in. Donc là, ministère donc, des Affaires de l'Inde. Et donc, je vais vérifier. Et sur la page de vérification, vous avez plusieurs options de vérification qui sont disponibles. Vous pouvez faire la vérification à partir donc du numéro d'enregistrement. La vérification
vérification à partir du numéro inactif CIN, pardon. Également fait la vérification à partir donc de l'ancien nom de la compagnie, s'il s'agit donc d'une entreprise qui a existé et qui peut-être voilà, a changé de nom. Et vous pouvez faire la vérification à partir du nom même de l'entreprise. Eh bien, en ce qui me concerne, tout de suite, j'ai lancé ma vérification à partir de Search. Je sais pas si vous voyez mon curseur. Search base on inactive CIN. Donc là, on parle bien d'un numéro CIN inactif, alors que j'ai mis un numéro actif, donc c'est pas passé. Donc je suis venu là, j'ai pris donc, et je vous recommande à en faire autant, Search base on existing company name. Donc là, je fais la recherche à partir donc du nom de l'entreprise. Là, l'option me demande, je vais faire la recherche à partir de quoi? Donc, start with, peut-être que le nom de l'entreprise commence par, ou bien il y a plusieurs options. Comme je ne suis pas en direct sur le site, c'est une capture d'écran, donc moi j'ai sélectionné start with, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise commence par. Et le nom de l'entreprise commence par CIS is Floria. C'est ce que j'ai mis ici, existing name. Et je lance donc ma recherche. Et là, j'atterris sur cette page. Company name, CIS X Florian, Private Limit. Ce qui concorde. Le numéro CIN, d'accord, qui est, il pas dit qui était, qui est sur le document que l'entreprise même a fourni, que le support, l'équipe de support a fourni. Je retrouve ce même numéro également ici. Et vous avez le statut de l'entreprise active. Donc, sur le site du ministère des Affaires de l'Inde, cette entreprise est reconnue, ce document est reconnu. Et donc, pour moi, c'est un document qui est authentique. Je dis bien pour moi, c'est un document qui est authentique. Je poursuis mes vérifications. Ce document en question a été signé. Et donc, quand vous regardez le document, vous n'allez pas voir la signature manuelle, manuscrite du signataire. Eh bien, c'est plutôt une signature électronique. Et donc, à travers Adobe, donc le logiciel qui vous permet d'ouvrir le fichier PDF, j'ai pu donc entrevoir ou voir qui a signé ce document. Donc, ce document, c'est une signature électronique. Vous avez les informations donc sur cette signature électronique qui est donc du ministère, donc Ministry of Corporate Affaires. Bon, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Je ne suis pas anglophone. Et donc, c'est un document qui est signé donc par le ministère des Affaires de l'Inde. Et là, vous pouvez voir, valable à partir, bon, la signature est 28 janvier 2025, valable jusqu'au 28 janvier 2027. Donc, la signature électronique également est authentique. Bon, ça, je pouvais même m'en passer à partir du moment où le document, j'ai pu l'authentifier sur le site du ministère des Affaires de l'Inde. Donc, je poursuis sur le second document. Il s'agit du certificat de reconnaissance de la start-up qui a été délivré par le département de la promotion de l'industrie et du commerce interne du ministère du commerce et de l'industrie de l'Inde. Là aussi, je vais vérifier donc ce certificat, est-ce qu'il est authentique. Donc, vous savez, le site startupindia.gov.in. Donc, vous pouvez taper sur Google, verify donc en anglais ou en français, vérifier donc certificat de reconnaissance de start-up en Inde. Mais l'anglais étant la langue internationale, je vous conseille donc d'orienter vos recherches en anglais. C'est plus facile donc de trouver parce qu'en français, si vous n'avez pas donc de ressources officielles en français qui a documenté cela, ça sera compliqué. Donc faites la recherche en saisissant en anglais. Utilisez Google Traduction, écrivez en français, traduisez en anglais et venez maintenant lancer la recherche dans la barre de recherche de Google en anglais. Donc là, vous allez atterrir sur cette page qui vous permet de vérifier le certificat. Donc là, select certificat type. Donc moi, je sélectionne, on me demande de sélectionner le type de certificat que je vais vérifier. Il s'agit donc du Certificate of Recognition, donc certificat de reconnaissance. Et Certificate Number, on me demande de mettre le numéro du certificat.
qui est en bas ici, je l'ai mis en gras, DIPP en majuscule 1990-09. C'est ce que j'ai introduit là, ici. Voilà. Et donc, je lance la recherche et j'atterris sur cette page, ou du moins sur ce certificat. Eh bien, c'est le même certificat que l'entreprise a fourni, avec comme pour nom CIS is Florian Tech Private Limit. Donc, vous voyez là, dans la barre d'adresse ici en haut de mon navigateur, recognition.be.startupindia.gov.in. Donc, je suis bien là sur le site dédié, le site du gouvernement indien par rapport donc à la vérification pour ce certificat concernant les startups. Et vous pouvez lire que ce certificat a été délivré le 8 avril 2025, date of issue, et valide up to, donc valable jusqu'au 10 mars 2035. Donc 10 ans de validité pour ce certificat. Donc encore, ce document est authentique pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas falsifié ce document. Okay. On va donc au second document qui concerne, au document suivant, qui concerne le document qui reflète le numéro IDIAM. Donc, vous pouvez faire les recherches dans tous les pays, en France, aux États-Unis, bon, un peu partout. Donc, les entreprises donc, ont ce numéro IDIAM. Donc, vous pouvez faire les recherches concernant le bien fondé pour une entreprise d'avoir ce numéro, ainsi de suite. Moi, je suis là pour vérifier est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Voilà. Alors, ce certificat d'enregistrement UDIAM a été délivré par le ministère des micro, petites et moyennes entreprises de l'Inde. Alors, le site donc internet c'est udiamregistration.gov.in. Donc vous verrez que tous les sites se terminent par IN, donc IN qui veut dire India. Comme pour les sites ivoiriens en Côte d'Ivoire, on vous dit CI, CI qui veut dire Côte d'Ivoire. D'accord. Donc .ci c'est un site ivoirien, Côte d'Ivoire. IN c'est un site indien, donc India. Eh bien, sur cette page de vérification, on vous demande d'introduire le numéro UDIAM, donc je l'ai mis, UDIAM, trait d'union UP, trait d'union 43, trait d'union 01, 38, 866, et vous avez un code de vérification pour être sûr que ce n'est pas un robot qui lance la vérification. Donc, vous entrez ce code qui s'affiche là et vous tapez sur Verify. Vous cliquez sur Verify. Et bien, quand je clique sur Verify, j'atterris sur cette page. On me dit name of company, donc, pardon, name of entreprise, 6X Florian. Je vais me placer dans le fait là. 6X Florian, Tech Private Limit, organisation type Private Limit Company, d'accord. Et voilà, date of incorporation, donc la date donc, de la création de l'entreprise, 11 mars 2025. Ça aussi, c'est la date d'enregistrement que vous allez voir, ou du moins ce qu'on va vous dire concernant donc cette nouvelle entreprise, cette nouvelle opportunité. Donc, bien sûr, ce n'est pas la seule page, la page a une suite. D'accord, là, c'est une capture d'écran et vous voyez bien sûr la capture d'écran, le site dans la barre d'adresse ici, udiamregistration.gov.in. Donc, vous avez d'autres informations que vous retrouverez donc à la suite de la page, au bas de la page. Donc, ce document est encore authentique. Donc, le ministère qui a délivré donc ce document est reconnu, on va dire. Je viens donc sur les signatures. Donc, le document donc, qui a été signé par les fondateurs Maud Zishan et Anish Swarup, vous avez leur signature, donc le mémorandum et les articles d'association de l'entreprise. Vous voyez ici que Maud Zishan, avec le numéro du passeport, bien sûr, qui n'est pas, on ne peut pas dévoiler tous les chiffres ou les lettres du numéro, donc on vous dévoile un peu, qui possède 55% de cette entreprise-là. Donc, il y a donc 10 000 parts, d'accord, 10 000 parts, par des actions, 10 000 parts de cette entreprise, is Florian Tech Private Limited. Et donc, Maud Zishan possède 5 500 parts,
Tandis que Anish Swaroup, 4500 parts, ce qui fait un ratio de 55% contre 45% pour l'un et l'autre. Et donc, la date, vous avez la signature électronique et la date 10 mars 2025. Donc, on comprend aisément que le 11 mars, l'enregistrement de l'entreprise. Et Maud Zichan est celui-là qui a enregistré l'entreprise. Alors moi, une question me taraude dans l'esprit et je sais que vous aussi vous posez cette même question. C'est qui Maud Zichan? Parce qu'on me dit que le fondateur de l'entreprise, c'est Zwich Williams. C'est qui Maud Zichan? Anish Swaroup, on dit le cofondateur, il est directeur, mais le PDG, le directeur général, qui est Zwich Williams, je ne le vois pas sur les documents. Donc moi, je m'interroge. C'est vraiment que vous vous interrogez avec moi quand vous découvrez cela. Et donc, je vais échanger donc avec le support WhatsApp. Donc, dans le début, donc, c'est sur WhatsApp. C'est le support qui m'a fourni tous les documents. Et c'est moi qui suis maintenant allé authentifier ou du moins faire les recherches pour vérifier si ces documents sont vrais, sont authentiques. D'accord? Donc, je réponds donc aux membres du support, de l'équipe du support de X Florian qui m'a écrit, du nom de Ariane Sharma. Je lui dis, bonjour Ariane Sharma, j'ai pris le temps de consulter tous les documents envoyés et de mener des recherches à cet effet. Tous les documents semblent être corrects. Je dis bien semblent être corrects. Et ça, c'est un point positif. Je note cependant que Zwich Williams, qui est le fondateur et directeur général, ne figure sur aucun des documents comme membre fondateur, encore moins comme directeur général. Je peux savoir, c'est une question que je pose, pourquoi son nom ni sa signature ne figurent sur aucun des documents de l'entreprise. Et donc, le membre du support qui va me répondre, vous avez sa réponse donc à droite. Heureux de vous revoir ici une fois de plus, parce que j'ai posé énormément de questions. J'ai mentionné les noms de deux fondateurs. Vous avez peut-être remarqué celui de Zichan. Donc, Zichan, Maud Zichan, qui est fondateur, qui est enregistré, qui possède 55%, 5500 parts. Parmi eux. Donc, vous avez peut-être remarqué celui de Zichan parmi eux. Il est souvent connu sous le nom de Zwich Williams. Ah, on me dit que Maud Zichan est connu également sous le nom de Zwich Williams. Cependant, le nom figurant sur ces documents qui constitue sa carte d'identité nationale, internationale, est Maud Zichan. Et c'est lui qui a enregistré l'entreprise. Donc, à partir donc de cette réponse, le support me dit que Maud Zichan, c'est la même personne que Zwich Williams. Et que si ces documents, sa carte d'identité, c'est Maud Zichan. Maintenant, Zwich Williams, c'est son nom, on va dire, connu publiquement. Bon, juste la preuve du contraire, ou bien jusqu'à ce que j'obtienne la preuve du contraire, je dis ça peut arriver. D'accord? Je passe sur cette base, ça peut arriver. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, dans ma famille, j'ai mon frère aîné, dont le prénom connu et employé exploité jusqu'à actuellement est Armel. Ok? Donc, à la maison, depuis tout petit, c'est Armel. Armel. Peut-être que c'est Armel qu'on a voulu donner, mais sur ces documents, c'est Arsène. Vous comprenez? Donc, officiellement, lorsque ses connaissances, ses amis de classe viennent à l'école à l'époque et qu'ils viennent et demandent après Arsène. On est venu voir Arsène. Nous, on dit on ne connaît pas Arsène. Il n'y a pas d'Arsène ici. Vous voulez parler de qui? Nous, on ne le connaît pas. Voilà un peu. Et ceux qui connaissent, les parents qui savent, qui avaient donc à l'époque cette information, qui savaient, ils disent non, c'est votre grand frère là, c'est lui. Voilà, c'est Armel. Donc, on dit, ah, c'est Armel. Mais pourquoi il dit Arsène? Eh bien, donc l'histoire va expliquer, voici c'est Armel, voilà, mais dans l'enregistrement des documents, voilà, c'est Arsène qui est sorti. Donc, je dis, partant sur ce principe, jusqu'à ce que j'ai la preuve du contraire, j'obtienne la preuve du contraire, que Zwich Williams n'est pas Maud Zichan, eh bien, j'accorde le bénéfice du doute. Voilà.
Donc, si vous avez des informations dans ce sens, parce que c'est aussi ce pourquoi je fais cette vidéo, concernant donc l'identité de Joyce Williams et de Maud Jichan qui serait la même personne, alors n'hésitez pas donc à me les partager dans les commentaires, en inbox, ainsi de suite. Voilà, parce que moi, je suis curieux. Voilà. Et Maud Jichan, on a vu entre guillemets ou bien de façon voilée le numéro de son passeport. Donc, on passe sur ce principe que Maud Jichan, c'est la même personne que Joyce Williams. Ça peut arriver. D'accord. Et Anish Swarup, là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, dans mon travail de vérification en tant qu'investisseur ou potentiel investisseur qui a été contacté par cette entreprise, je vais vérifier, après avoir authentifié les documents, vérifié les documents, est-ce que les fondateurs là sont connus? Rappelez-vous, hein, je vous ai dit d'entrée, voici les critères sur lesquels on doit se baser, logiquement, pour pouvoir investir ou avant d'investir dans une start-up. Donc, est-ce que les fondateurs là sont connus? Donc là, vous avez les images des fondateurs. Joyce Williams, vous avez son visage, et Anish Swarup. Donc, mon travail, c'est de vérifier maintenant, est-ce que ce sont des personnes physiques qui existent? Parce qu'on peut prendre les images de quelqu'un pour dire, voici, lui là, c'est un fondateur, c'est lui qui est le fondateur, mais ce n'est pas une personne physique qui existe. Alors, pour vérifier cela, je vais aller quand même voir, est-ce qu'il y a un compte de réseau social? Donc, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont présents? Et s'ils sont présents, ça date de depuis quand? Pour ne pas que j'ai affaire à un profil qui a été créé récemment. L'entreprise a été créée en mars 2025 et là, on me montre un profil qui a été créé peut-être en février 2025. Donc, est-ce que ces personnes-là existent sur le réseau social en question-là depuis quand même quelques années? Donc, si ce sont des personnes physiques. Et aussi vérifier leur expérience. Donc, ce sont des personnes physiques, oui, si j'ai réussi à le vérifier. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire pour pouvoir développer ce fameux produit de XPH 1100 où on nous dit que voilà, il va nous permettre d'avoir un accès à Internet partout dans le monde. Est-ce qu'ils ont l'expérience? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires? Je vais vérifier ça. Donc, ma vérification démarre tout de suite sur Anish Swarup, qui est donc directeur de l'entreprise et cofondateur. Alors, en ce qui concerne Anish Swarup, c'est sur le réseau social LinkedIn, donc un réseau social professionnel, je ne sais pas si je prononce bien, que je le découvre. Donc, vous savez, les images que vous avez vues précédemment, ce sont les images que l'entreprise dit, voici nos fondateurs. Voici ceux-là, ce sont eux qui sont les fondateurs. On nous montre les images. Donc, ce que moi, je vais aller vérifier, ils ne m'ont pas donné ça. Hein. Est-ce que ce sont les mêmes images de ces mêmes personnes? Donc, je tombe sur Anish Swarup, sur le réseau social LinkedIn, avec un profil vérifié. Donc, vous savez ce que ça veut dire sur LinkedIn, d'avoir un profil vérifié. Vous avez donc le badge qui est là. Et donc, ça veut dire que avec sa pièce d'identité, son identité a été donc validée, approuvée sous ce nom. Alors, il est décrit là-bas comme étant fondateur et CEO. De quoi? Innovaneuse Technologie. Donc, fondateur et CEO d'une entreprise qu'on appelle Innovaneuse Technologie. Donc, Building Scalable Software Solution, software, donc les applications, bon, dans le domaine du, écoutez, je ne suis pas technicien, voilà, Software Solution, donc développement d'applications et ainsi de suite. Mobile and Web App, Tech Strategic Startup Builder, donc il est présenté également comme étant un initiateur, un créateur, quelqu'un qui lance également aussi des startups. C'est ce qui est dit. Et vous avez, fait intéressant, vous avez le site, l'adresse du site de l'entreprise dont on dit qu'il a été le fondateur et le CEO, ou bien qu'il est le fondateur et le CEO. www.innovaneuse.in, donc une entreprise indienne. Et donc, j'ai vu ça, cette description, mais je vais aller également vérifier là-bas. Mais avant, je vais voir est-ce que ce monsieur-là, il existe sur LinkedIn depuis avant-hier ou bien depuis longtemps. Donc, vous avez, il est également actif. Vous avez une publication à gauche de lui qui date d'il y a 2 heures, donc le jour où j'ai fait la capture d'écran. Donc, il a fait une publication qui date de 2 heures. Également une autre publication d'une semaine.
Et vous avez également les anciennes. Je suis allé, j'ai remonté les publications, les posts, pour voir les plus anciennes. Est-ce que c'est un compte qui a été récemment créé ou bien il y a longtemps quand même qu'il existe? Et là, je vois donc que la plus ancienne publication date il y a 8 ans. Ah, donc c'est un compte qui existe depuis 8 ans. OK. Ça veut dire c'est depuis, on va dire 2018, 2019. 2018 et 2019 que ces publications, que ce compte existe. C'est intéressant. Maintenant, je ne me limite pas là. On dit qu'il est fondateur d'une entreprise et j'ai le site internet. Donc, je me rends sur le site de innovaneuse.in. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait? Cette entreprise qu'il a fondée. D'accord? À propos d'Innovaneuse Technologies. À l'ère du numérique, je vous lis ça, à l'ère du numérique, une forte présence en ligne est essentielle à la réussite de toute entreprise. Nous, nos développeurs web experts sont là pour vous aider à construire et à optimiser votre présence numérique. Donc, voici ce que tout de suite, on découvre sur l'entreprise. On va aller plus loin pour savoir ses services et puis ses activités. Mais voici quelqu'un qui a présenté là-bas, M. Anish Swaroup, avec la même photo de profil que nous avons retrouvée sur le réseau social, sur sa page, son compte LinkedIn. Voici comment il est présenté sur le site de Innovaneuse Technologies. Fondateur et PDG. Donc, c'est lui le fondateur et président directeur général de cette entreprise. Il est présenté comme étant un leader visionnaire, privilégiant l'innovation et l'excellence dans chaque projet. Résolveur de problèmes dans l'âme, il transforme les idées en solutions logicielles performantes. Alors, cette entreprise, pour ceux qui iront donc sur le site, vous allez découvrir que l'entreprise existe depuis donc 9 ans, opère donc en Inde depuis 9 ans. Et voici donc les activités et les services. Activités de l'entreprise, donc tout ce qui est technologie, solutions, services de conseil, catalyseurs, innovaneuse et sport. Et les services, développement web, services de branding, solutions mobiles, développement d'API et brochures. Voici. Donc, c'est une entreprise informatique, numérique. Et celui qui a fondé ça, c'est lui, donc, avec une équipe d'experts qui propose ces solutions informatiques-là sur le marché indien et évidemment à d'autres entreprises, je suppose. Donc, voici. En ce qui concerne Anish Swaroup. Donc, là, des vérifications des recherches, j'ai pu donc établir que Anish Swaroup est une personne qui existe, qui a l'expérience, qui a créé une entreprise et qui a une certaine expérience professionnelle, déjà de plus de 9 ans, d'accord, dans ce domaine. C'est un point à prendre en considération. On note ça. Nous, on avance. Nous, on cherche à vérifier. On tombe sur le fondateur et qui est donc le directeur général, dont on nous dit que son nom, Joyce Williams, c'est son nom public, mais sur ses appels d'identité, c'est Maud Zichan. Alors, quand vous saisissez le nom Joyce Williams dans la barre de recherche de Google, vous avez donc cette description qui est faite tout de suite. Joyce Williams est un professionnel de l'informatique. Actuellement, fondateur chez Xfloria, donc de cette entreprise nouvelle-là, et Cloud Operation Engineer chez Qualcomm. Donc, un ingénieur dans les opérations cloud chez Qualcomm. On va tout à l'heure, c'est quoi Qualcomm? C'est une entreprise américaine. On va parler de ça tout à l'heure. Il est spécialisé dans le domaine du cloud et de la connectivité. Ah, nous, on parle de connexion Internet et lui, il est spécialisé de la connectivité. OK, d'accord. Avec une présence notable sur LinkedIn, ce nom-là, ça me fatigue, et Instagram. D'accord. Donc, ça, c'est la description qui est faite tout de suite sur Google. Donc, l'IA. Moi, je vais chercher maintenant à savoir sur les réseaux sociaux, là, est-ce qu'il existe. Donc, je le retrouve plus actif sur Instagram. Joyce Williams. Donc, vous avez donc la capture d'écran à droite où vous pouvez voir que la publication en dessous, d'accord, où vous ne voyez pas totalement l'image, c'est mis 30 décembre 2023. Ça veut dire qu'il a fait
cette publication sur Instagram le 30 décembre 2023. Nous sommes en 2025, 2024, 2023, 2 ans de cela. Alors, je suis allé jusqu'en bas. Là, je n'ai pas fait la capture d'écran. Donc, vous pouvez également aller faire les vérifications. Et je vois que c'est plus ancienne en publication, date de 2019. Donc, ce réseau social-là, ce compte Instagram existe quand même depuis 2019. Là encore, on est sur 6 ans, sur plus de 6 ans quand même. D'accord? Et de ces publications, vous allez remarquer sur son réseau social Instagram, sur Instagram, qu'il a pris des postures. D'ailleurs, la photo là où il a assis en base, en costume là, c'est donc dans le bureau de Qualcomm. Donc, il allait au travail chez Qualcomm, il a pris la photo. Il y a d'autres images que vous allez découvrir. Voilà. Donc, là, c'est une photo qu'il a prise en face même du siège de Qualcomm. Voilà, en Inde. Voilà, vous avez la publication avec la description qui va avec. Et c'est quoi Qualcomm? Qualcomm, eh bien, c'est un géant américain. C'est une entreprise. Alors moi, je ne savais pas, hein, je ne connaissais pas le nom de l'entreprise Qualcomm, je n'avais aucune notion. Donc c'est dans le cadre donc de ces recherches-là que je découvre Qualcomm, qui est une entreprise mondialement connue, qui est présente dans beaucoup de pays en Europe, en Asie, ainsi de suite, et qui opère un peu partout. Donc Qualcomm est le leader mondial des innovations en matière de technologie sans fil, 3G, 4G et de nouvelles générations depuis plus de 30 ans. Qualcomm a célébré en 2025, là, tout récemment, ses 40 années d'existence. 40 années d'existence. Donc, Qualcomm, c'est depuis 1985 que l'entreprise américaine existe. Et Zwich Williams, qui est le fondateur de ce nouveau projet-là, il est un professionnel, un ingénieur qui travaille chez Qualcomm en Inde depuis des années déjà. Étant donné que c'est une entreprise, parce que je suis aussi tenté de pouvoir authentifier est-ce qu'il est vraiment reconnu comme employé là-bas. Mais Qualcomm est un géant et embauche dans le monde entier plus de 10 000 personnes. En Inde même, ce sont des milliers d'employés. Donc, difficile de pouvoir donc avoir la liste exhaustive des employés de Qualcomm en Inde. Mais déjà, je dis, à partir donc de ses comptes Instagram, on voit bien qu'il fait des posts, voilà, qu'il travaille à Qualcomm. Et la description qui est faite sur Google nous dit que c'est un employé de Qualcomm. Donc, avec combien d'années d'expérience, ça, je ne le sais pas. Mais c'est un professionnel qui travaille dans ce domaine chez Qualcomm. Et voici ce que Qualcomm fait. Donc, voici les vérifications faites qui me permettent de dire qu'on a affaire à des documents qui sont authentiques, qui sont vrais, et on a affaire à des fondateurs qui sont des personnes physiques connues et qui existent, non pas maintenant, mais quand même depuis des années, donc, et qui ont des comptes qu'on peut vérifier leur existence. Voici la vérification. Donc, on va poursuivre. À partir donc de tout ce récit-là, je vais donc relever des aspects positifs en me basant bien sûr sur ma liste de checking, de vérification, concernant ce que je dois observer sur une start-up. Donc, ce n'est pas une présentation du projet que je fais là, mais ce sont donc des aspects que je vais donc pouvoir authentifier. Alors, sur l'aspect de l'innovation, je note qu'on a fait quand même un produit qui est innovant. Donc, ce sont les aspects positifs. Un produit innovant qui vient résoudre un problème fondamental qui est celui donc de la connectivité Internet, de la connectivité universelle à Internet partout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Donc, c'est un problème fondamental. Le problème d'accès à Internet, quel que soit là où vous vous trouvez, et de la qualité aussi de l'accès à l'Internet. Donc, on vient résoudre un problème fondamental à partir des explications qui sont données sur le produit. De ce que nous dit le support, on n'a pas le coût de cet appareil, d'accord? Il n'est pas développé encore, mais c'est un produit qui est compétitif. Du point de vue de l'investisseur, de l'observateur que je suis, que nous sommes, eh bien, c'est un produit qui est compétitif. Parce qu'ils disent qu'il est abordable, le coût sera abordable par rapport donc à ce qui est proposé par les compagnies qui exploitent aujourd'hui la connexion ou l'infrastructure par satellite. Eh bien,
sachant bien que aujourd'hui la connexion par satellite se révèle être la meilleure des connexions parce qu'on a accès à Internet en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et ainsi de suite. Autre point positif, c'est qu'on a des fondateurs qui sont connus. Donc, on a pu vérifier que ce sont des personnes qui existent et qui ont des réseaux sociaux. On peut aller donc vérifier leur existence. Également, on a affaire à une équipe professionnelle et expérimentée. Ils ont une certaine expérience dans ce domaine des TIC, des nouvelles technologies, qui ont même dirigé des entreprises. Donc, on a la compétence pour diriger une entreprise. Parlons donc de Anish Swaoup, qui est directeur de Innovaneuse Technologies. Le directeur de Isroya, mais le fondateur de Innovaneuse Technologies, PDG de Innovaneuse Technologies, donc il a la compétence pour diriger l'entreprise. Depuis plus de 9 ans déjà, il dirige cette entreprise. Un service de communication qui est disponible, oui, il faut le dire. Parce que c'est grâce au service de communication que j'ai pu avoir accès aux documents que je vous ai présentés et donc je suis allé faire les vérifications. C'est encore grâce au service de communication que j'ai eu l'information comme quoi J. Williams, c'est la même personne que Maud Zichan, avec une pièce d'identité, voilà, le nom sur la pièce d'identité. Donc, service de communication disponible, c'est un point positif. Il vous répond. Quand vous posez des questions, ce n'est pas des semaines, des jours plus tard qu'on vous répond, on vous répond. Et très souvent dans votre langue. Donc, ils utilisent des traductions pour vous répondre. Marché potentiel. Oui, on a vu qu'on a fait un marché potentiel. Un potentiel marché et un marché énorme. L'Internet, la connexion Internet. 5,4 milliards de personnes et un appareil qui va permettre quand même de connecter, en fait, d'avoir accès à Internet en tout temps, en tout lieu, va permettre de pouvoir connecter ou bien donner accès à Internet aux 8 milliards 400 millions d'habitants de la planète. Et donc, on est là face à une licorne potentielle, une potentielle licorne. D'accord? Donc, ça, ce sont les aspects positifs. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme aspect positif. Eh bien, s'il y a le positif, il y a aussi le négatif que j'ai pu relever. Donc, en toute transparence, je vous révèle ici les aspects négatifs de cette nouvelle idée, cette nouvelle entreprise. Afin que si vous souhaitez vous engager dans le projet, vous vous engagez en toute connaissance, en toute liberté, en toute responsabilité. Alors, l'un ou bien les aspects négatifs les plus, je vais dire, frappants, c'est qu'on n'a pas de prototype. Donc, tous les avantages déclarés, tout ce qui est dit par rapport donc à ce produit, à cette innovation, on n'a pas de prototype. Et comme on n'a pas de prototype, il n'y a pas encore d'essais, de tests qui ont été donc menés, qui ont prouvé. Donc, la technologie n'est pas encore testée ni éprouvée. Ce sont des aspects négatifs. Parce que tout ce qui est raconté sur les avantages, c'est bien intéressant, c'est bien beau, mais en l'absence de prototypes et de tests et de validation des avantages à travers les tests, eh bien, c'est encore du rêve. Cela relève encore du rêve, il faut le dire ainsi. D'accord? Il n'y a pas donc de brevet qui a été délivré par au fondateur, par les organes compétents. Mais on nous dit qu'ils ont fait une demande, donc ils ont déposé une demande de brevet. Et qu'à partir du moment où vous avez fait un dépôt de demande de brevet par rapport à une innovation dont vous avez déjà donné les caractéristiques, eh bien, cela déjà vous protège ou bien protège un peu votre technologie en partie. Maintenant, ce qui va faire qu'on va vous délivrer un brevet en bonne due forme, c'est de pouvoir faire un prototype, de pouvoir faire les tests et de pouvoir démontrer que ce que vous avez déclaré là, c'est vrai et donc vous êtes les premiers au monde à pouvoir faire ça. On vous délivre donc un brevet. Donc, il y a un dépôt de demande de brevet par rapport à cette idée, cette innovation, mais il n'y a pas encore de brevet. C'est pour cela que je l'ai mis comme aspect négatif, mais en orange, parce qu'il y a quand même un dépôt. Également, comme aspect négatif, non négligeable aussi, c'est qu'il n'y a pas de client potentiel. Alors, il ne peut pas avoir de potentiel client s'il n'y a pas de test, de prototype qui puisse permettre au potentiel client, que ce soit un particulier, une entreprise, un État,
de pouvoir dire que ça, c'est un produit qui est intéressant et que moi, je vais en fait consommer, je vais utiliser. Donc, voici les aspects négatifs. L'absence de prototype et l'absence de tests et de validation des tests, que tout ça, ce sont des rêves. D'accord? Ce sont donc des on va faire, voici ce qu'on peut faire. Maintenant, ce sont des aspects négatifs à prendre en compte, mais ce n'est pas pour autant que je vais me baser sur ça pour prendre une décision définitive. Parce que oui, tout ce qui existe sur notre planète n'existait pas il y a de cela des années. L'ordinateur portable est parti d'une idée. Un prototype a été fait, des tests ont été menés et des améliorations ont suivi. Le téléphone portable est parti d'une idée. Ainsi de suite. Tout ce que nous utilisons, la télévision, même la connexion Internet, le réseau Internet, Zoom, YouTube, Facebook, tout ça, c'est parti d'une idée. Et donc, c'est l'idée. Il n'y a pas ça. Ce sont des faits que je relève là qui font qu'on a ces faits-là qui sont comme des, en fait, qui sont des aspects négatifs, mais c'est une idée que l'entreprise émet. Et ce qui peut amener une idée à la réalité, ce qui peut amener un rêve à la réalité, ce sont les compétences, c'est le savoir-faire. C'est pour cela qu'il est important de s'interroger sur le savoir-faire d'un fondateur, sur les compétences d'un fondateur, d'un porteur de projet. Si moi, pas comme Mia, je vous dis que je peux développer un tel appareil, un tel équipement pour la connectivité Internet, alors que j'ai une expérience professionnelle de professeur certifié d'éducation physique, d'investisseur en tant qu'autodidacte, investisseur en capital risque, investisseur sur le marché boursier, donc je n'ai aucune expérience dans le domaine des TIC, je n'ai rien fait, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise dans ce domaine, eh bien, mon idée peut être belle. Si vous me confiez vos fonds, rassurez-vous que vos fonds-là, ça ne va pas servir à grande chose parce que je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Par contre, si je vous dis que j'ai développé une méthodologie, un appareil dans le domaine sportif, à partir de mon expérience vécue, après plus de 10 ans sur le marché, alors cet appareil-là va apporter un bien-être aux pratiquants de sport. Vous pouvez en ce moment-là m'accorder le bénéfice du doute, un peu de crédit, parce que ça, c'est ma profession. Si je vous dis, par exemple, en tant qu'investisseur, voici une entreprise intéressante dans laquelle je vais investir, où il faut investir, où je pense qu'il faut apprêter, en fait, une vision, un regard particulier par rapport à l'expérience déjà que j'ai vécue depuis 2017 sur ce marché-là, eh bien, on peut m'écouter. Donc, voici ce qui peut amener une idée, un rêve à la réalité. Les compétences, le savoir-faire, c'est important. Il y a ça qui n'existe pas encore, mais il y a le savoir-faire qui est confirmé à travers les recherches que j'ai faites. Donc, il ne faut pas oublier. Et en ce qui concerne les startups, avant d'investir dans les startups, il faut vérifier toute cette liste-là que j'ai dressée en début et de voir si la startup a beaucoup de points positifs. Plus vous avez des points positifs au niveau donc de ce produit de la startup, plus vous avez de chances que ces startups-là réussissent. D'accord? Donc, lorsqu'une startup a validé tous les points, alors là, même ne réfléchissez même plus même. Alors, investissez. Moi, j'investirai. D'accord? Dans une startup qui valide tous les points. Mais lorsque la startup ne valide pas des points, et c'est un point, alors il faut partir avec des réserves. OK? Et donc, de mon expérience en tant que investisseur en capital risque, par le biais du financement participatif depuis des années, je m'intéresse très peu, ça je le dis, très peu aux technologies qui ne sont pas brevetées, qui n'ont pas de prototype, où il n'y a pas de test qui est démontré dans les faits les avantages. Mais on va poursuivre. On va revenir là-dessus. Je vais vous partager également mon avis, comme je l'ai dit, en fin de vidéo. Alors, sur l'investissement, on a vu que l'entreprise existe, a été créée, une start-up et tout ça. Mais sur l'investissement, voici ce que dit l'entreprise. Donc, je vous révèle cela parce que
c'est une start-up qui est en phase de pré-amorçage. D'accord? On est à l'étape d'idée. Donc, qui se lance tout nouvellement sur le marché. Et donc, a besoin de fonds pour pouvoir lancer les travaux de recherche et de développement. Donc, l'entreprise dit, l'équipe de support dit, au stade actuel, il s'agit donc d'investissements privés au stade précoce de l'entreprise qui ne nécessite pas de licence financière particulière. Parce que pour faire appel à un financement public, international, il faut bien évidemment se rapprocher d'une plateforme de financement participatif qui est, disons, réglementée, ou alors il faut avoir des autorisations d'organismes financiers de votre pays ou d'un pays en particulier qui puissent vous permettre de faire un appel au financement. Et donc, le support nous dit, c'est à chacun d'apprécier qu'au stade actuel, les documents de création d'enregistrement de l'entreprise là sont suffisants, et ça c'est sur la base des conseils juridiques. Donc ils ont une équipe juridique qui le conseille, qui peuvent donc lever des fonds directement avec ces documents au stade précoce, je dis bien à ce stade précoce de pré-amorçage. Au fur et à mesure que le projet va se développer et que l'entreprise va s'étendre à l'international, eh bien, des licences spéciales seront donc requises, seront donc sollicitées. Et en Inde, il y a donc une structure, une organisation qui délivre de telles licences. C'est la SEBI, donc la Securities and Exchange Board of India. Donc, au fur et à mesure et au moment opportun, lorsque l'équipe juridique de l'entreprise qui accompagne cette jeune entreprise-là jugera que c'est le moment pour prendre une licence financière pour que tout ce que vous allez faire soit vraiment conforme par rapport donc à la taille de l'entreprise, à la dimension du projet, là où on est arrivé maintenant. Ils vont donc solliciter donc cette licence auprès de la SEBI en Inde et éventuellement d'autres licences si nécessaire. C'est ce que dit l'entreprise. Donc, comme je le dis, à chacun donc d'apprécier. Voilà. Alors, on arrive maintenant sur la partie où je vais vous partager mon avis, mais un avis qui est motivé. Donc, vous avez différents points. En tant qu'investisseur expérimenté en capital risque, investisseur boursier, ben là, ce n'est pas l'investissement en bourse, mais on parle de start-up. Alors, on a là un projet qui présente un fort potentiel. Il faut le dire clairement. Donc, le potentiel est énorme, le marché est énorme. Donc, il ne faut pas se le cacher. La connectivité Internet, c'est un marché qui existe et qui représente des milliers de milliards de dollars. Et donc, l'accès à Internet aussi pour tout le monde n'est pas une réalité. Donc, plus de 30% de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Là, on parle de 67%, donc la couverture mondiale d'Internet, mais 30% du monde qui reste donc à recevoir donc la connexion Internet. Donc, permettre à travers donc cet appareil qui a une autonomie de plus de 15 jours, enfin de 15 jours, pas plus de 15 jours, de 15 jours, permettre à cette population d'avoir accès à Internet, quel que soit là où il est, eh bien, c'est intéressant. D'accord? Donc, c'est un projet qui présente un fort potentiel. Un projet qui est dirigé par des Indiens qui ont des compétences nécessaires dans ce secteur. Alors, donc, il y a la compétence des fondateurs, mais il y a aussi le fait que ce projet est dirigé donc par des Indiens. Alors, pourquoi je dis par les Indiens? Parce que, voyez-vous, les populations du monde, les populations de chaque pays, chaque population, chaque peuple a une certaine catégorisation. Donc, on a une certaine idée par exemple, des Burkinabés, que je salue au passage, mes frères Burkinabés, qui sont donc, aux yeux donc de l'Afrique francophone, stigmatisés comme étant le pays des hommes intègres. Donc, en Afrique francophone, si vous voulez des hommes intègres, Burkina, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas des hommes intègres, il y en a, mais spécialement, les Burkinabés ont cette stigmatisation. Voilà. Et donc, les Indiens donc, sont également stigmatisés comme des personnes fortement attachées à leurs valeurs morales et religieuses. Ce qui fait que ils bénéficient donc d'une présomption d'innocence mondiale. Ça veut dire que
il y a, je ne dis pas que tous les Indiens en Inde, il n'y a pas d'arnaqueurs et de voleurs, ça existe dans tous les pays, mais de façon globale et dans l'opinion publique, les Indiens sont des personnes qui sont tellement attachées à leurs valeurs morales et religieuses que vous allez trouver un peu plus de personnes honnêtes en Inde. Et c'est bien pour cela que vous allez remarquer que les grosses entreprises au monde embauchent à des postes stratégiques tels que directeur général, comptable et autres, des Indiens qualifiés. Et l'un des exemples sur notre continent africain, l'histoire, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est l'histoire du milliardaire africain Aliko Dangote, c'est lui-même qui l'a raconté, donc vous pouvez faire les recherches sur YouTube ou bien Google pour voir donc ce qu'il pense, qui avait par le passé embauché des Africains, donc des Nigérians, à des postes clés de son entreprise. Et qu'au fur et à mesure, il a finalement découvert qu'il y avait un réseau de corrompus à la tête de son entreprise ou ses entreprises, et un réseau qui partait du directeur général jusqu'au petit manœuvre de l'entreprise. Et donc, cette question donc, de la probité morale des employés des grandes entreprises à des postes stratégiques s'est posée à lui. Et du coup, lui, Dangote, préfère désormais embaucher des Indiens qualifiés pour les positionner donc à des postes clés de son entreprise. Ce que j'ai dit là, vous pouvez aller vérifier. Moi, je n'invente rien. Voilà, ce sont des choses qui sont disponibles en open source. Donc, ceci pour vous dire, aux États-Unis aussi, vous allez remarquer que les grosses entreprises également ont à leur tête, à leur direction, à des postes stratégiques des Indiens. C'est pas cadeau. C'est pas parce que il n'y a pas de professionnels américains, il n'y a pas de professionnels européens, africains, asiatiques, autres pays asiatiques également pour être là. Mais l'honnêteté, c'est une chose rare qui vaut de l'or. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est tellement attaché à ses valeurs morales qu'il a proscrit la corruption, le vol, le mensonge dans ses principes de vie, eh bien, quand vous avez une telle personne à la tête de votre entreprise, vous pouvez dormir tranquillement. Ils sont contents de ce que vous payez. Eh bien, les Indiens bénéficient donc de cette stigmatisation-là. Donc ça, c'est à relever. Donc, pour moi, un tel projet indien intéressant. Alors, il y a le fait que nous avons affaire à une entreprise qui est unique. C'est la seule entreprise au monde avec un tel produit qui permet d'avoir accès à Internet partout. Si vous avez connaissance d'une autre entreprise qui permet d'avoir accès à Internet partout, à travers un petit appareil mobile avec lequel on peut se déplacer partout, qui peut nous suivre partout, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi en inbox. D'accord? Moi, je suis ouvert. Je veux bien avoir des informations que je n'ai pas. Alors, on ne finit jamais d'apprendre sur cette terre, donc je suis tout ouvert. Pour là, c'est la seule entreprise. D'accord? Les entreprises qui proposent la connexion par satellite ont accès à Internet, mais il y a une certaine infrastructure. Vous avez des équipements, vous avez un paramétrage à faire. Vous ne vous déplacez pas avec tout le paramétrage ou tout l'accessoire de Starlink de la Côte d'Ivoire pour aller par exemple au Bénin, pour aller au Cameroun, pour aller en France et installer votre parabole et pour avoir accès encore à Internet. Donc, c'est quelque chose qui est installé et qui est fixé là. Là, on parle d'un appareil mobile avec une autonomie de 15 jours. Donc, vous pouvez vous déplacer avec ça un peu partout dans le monde. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui est unique. Donc là, on a affaire à une licorne potentielle. Être le seul à proposer une telle technologie, un tel produit au monde, c'est que vous n'avez pas de concurrent. Vous venez en fait balayer. Donc, vous venez d'abord permettre aux 2, et quelques milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet d'avoir accès à Internet. Donc, vous avez un produit, déjà vous avez un potentiel de potentiel client de 2 milliards qui n'ont pas accès à Internet. Ils auront également accès à Internet. Maintenant, si vous proposez un produit qui est compétitif, qui donne une meilleure qualité à Internet, qui donne un accès vraiment fluide à Internet, eh bien, dans les 5,4 milliards déjà là, vous pouvez avoir un peu dedans. Vous voyez? Bien. Un autre point
sur lesquels je m'appuie pour donner mon avis, parce que vous aurez donc ma décision, ou bien, disons, ce que je pense définitivement. Je vais vérifier est-ce que c'est une technologie qui est bienvenue. Donc, la bienvenue de l'innovation. Alors, vous avez une technologie. On vous dit, voici une innovation. Est-ce que cette innovation est ou sera bien accueillie par les États, par les entreprises et par les particuliers? C'est-à-dire, vous, c'est moi. Donc, la bienvenue, il faut vérifier tout ça. Tout est beau, oui, c'est une innovation, ça permet de résoudre un problème. Donc, les particuliers peuvent bien accueillir l'innovation. Les entreprises peuvent bien avoir besoin d'innovation. Mais si les États, en fonction de leur intérêt, ne vont pas valider cette innovation, eh bien, moi, en tant qu'investisseur, j'ai dit, c'est une bonne chose, c'est une bonne innovation, c'est une bonne technologie. La population a besoin de ça, mais nous sommes dirigés par des gouvernants. Nous sommes dirigés donc dans nos États par une certaine hiérarchie. Et donc, si par rapport aux intérêts de ces différents États et des grandes puissances surtout, cette technologie-là ne sera pas donc bien accueillie par les États, alors moi, investisseur en capital risque, je ne vais pas vraiment miser sur cette technologie ou alors je vais aller avec beaucoup de prudence. Je le dis pourquoi. Prenez un exemple, l'ingénieur ou l'inventeur qui a déclaré au monde avoir inventé le moteur par eau. L'eau qu'on boit là, on prend pour se laver là. Lui dit il a inventé un moteur qui consomme l'eau. Et qu'avec ça, on peut donc en fait déplacer les voitures, motos, ainsi de suite. Et il y a bien de cela. Il y a bien de cela. Cet inventeur-là a été miraculeusement, je vais te retrouver mort, tué, bon, on ne sait pas. Voilà. Mais en fait, il a disparu de la surface de la Terre. Son innovation n'a jamais vu le jour, n'a jamais pu voir le jour. D'accord? Est-ce que ce qu'il propose ou ce qu'il avait proposé, même si on le traite de fou par rapport à son innovation, est-ce que c'est pas bien? Eh bien, pour moi, c'est bien. L'eau qui quitte au ciel pour tomber. Moi, je mets dans mon véhicule, dans ma voiture, dans ma moto, et puis je circule avec ça. C'est une bonne innovation pour le particulier. Mais est-ce que par rapport aux intérêts des grandes puissances et des États, cette innovation-là sera bien accueillie? Non, elle n'a pas été bien accueillie. Parce que les pays producteurs de pétrole, de gaz, les pays qui produisent toute cette matière première et qui sont établis comme puissance mondiale par rapport à cela, ne vont pas aimer une telle chose. OK? Il y a aussi en Afrique une histoire aussi bien connue concernant donc le VIH-Sida, où il y a des praticiens ou des médecins traditionnels qui ont déclaré, et j'ai en mémoire ce qui se racontait à l'époque, c'est quoi, c'était au Ghana, un médecin traditionnel ghanéen qui a déclaré publiquement avoir trouvé le remède pour guérir définitivement du sida. Quand vous voyez l'industrie autour de cette maladie, est-ce que cette innovation-là allait être validée, bien accueillie par les États? Non. Et bien pour cela, ce Ghanéen également, a disparu de la surface de la Terre. Donc, il peut bien faire un appel à financement participatif, mais moi, je fais mon analyse dans ce sens également. Le remède du sida, c'est bien. Contre le sida, c'est bien. Pour ceux qui sont atteints de cela, ils seront guéris, définitivement débarrassés de cela. Mais regardez les intérêts auxquels cette innovation s'attaque. Et donc, il y a beaucoup d'États qui ne seraient pas favorables, surtout les grandes puissances. D'accord? Et tout récemment, les influenceurs africains ont beaucoup relayé cela. Il s'agissait donc d'un Zimbabwéen, Macwell Chikumbubon, voilà, qui a inventé une télévision qui n'a pas besoin d'être rechargée. Donc, télévision qui est allumée en permanence, qui n'a pas besoin donc de brancher votre télévision et il fonctionne. Et je crois qu'il a inventé un véhicule également avec un moteur qui se recharge automatiquement. C'est une bonne innovation. Mais les intérêts des différents États par rapport donc à tout ce qui est énergie, eh bien, une télévision qui ne fonctionne pas, qui ne bouffe pas courant, mais vous voyez ce que ça fait.
Et donc, cette innovation est bien accueillie, mais peut-être bien accueillie par la population, mais elle ne sera jamais, entre guillemets, bien accueillie par les États en fonction de leur intérêt. Donc, moi, je regarde, j'ai fait mon analyse par rapport à cela. Une entreprise qui propose un appareil Wi-Fi, un appareil sans fil, qui donne un accès à Internet de façon universelle, presque partout. Est-ce que cela sera bien accueilli par les États? Je ne sais pas, pour vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que l'objectif des différents États aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une couverture mondiale ou bien totale d'Internet. Donner un accès à Internet de qualité. Donc, c'est un casse-tête, en fait. Un pays comme le Nigeria, par exemple, pour le coupure d'Internet, paie des milliards, je dis bien des milliards de naira, de dollars pour une année seulement, pour un problème d'accès à Internet. Et c'est pareil en Côte d'Ivoire ou également. C'est pareil en Afrique, c'est pareil dans tous les pays du monde entier. Donc, avoir une connexion Internet stable, mais c'est intéressant pour les États. Et donc, je pense. Donc, si vous pensez le contraire, donc il faut me le dire. Donc, argumenter bien sûr que les États seront donc enclins, donc vont bien accueillir cette innovation, d'autant plus que cela sera donc exploité et qu'il va y avoir des impôts et ainsi de suite. Alors, ceux qui ne vont pas clairement aimer cette innovation, ce produit, ce sont des entreprises concurrentes qui proposent ce genre de service. D'accord? Et donc, voilà. Mais du point de vue de l'État, des États, en fonction des objectifs affichés concernant la connectivité, moi, je pense que cela ne va pas à l'encontre des intérêts des États, des pays. Voilà. Donc, ça, c'est un. Est-ce que les entreprises, je ne parle pas des concurrents de Xfloria, mais est-ce que les entreprises telles que les banques, les écoles, les collectivités, les mairies, en fait, est-ce que les entreprises vont bien accueillir cela? Est-ce qu'une banque, par exemple, qui a besoin d'une connexion Internet fluide, stable, va adopter un tel produit qui lui permet d'avoir une connexion, que tous les appareils au sein de la banque soient connectés à Internet sans fil, sans un réseau câblé, d'accord? Sans cette, disons, ces infrastructures-là où il faut passer des fils ici pour connecter l'ordinateur. Est-ce qu'une banque, une entreprise qui a besoin d'Internet va adopter un tel produit? Avec un seul appareil dans l'entreprise, on peut connecter 1000 appareils. Donc, avec un seul XP H1100, 1000 appareils peuvent être connectés et avoir accès à Internet de façon fluide, avec une portée allant jusqu'à 500 mètres. Est-ce que les entreprises seront intéressantes? Je pense que oui. Si vous pensez le contraire, dites-le moi. Moi, je pense que oui. Donc, je ne parle pas des concurrents, je parle des entreprises. Est-ce que les particuliers également seront intéressés? Eh bien, moi, j'ai accès à Internet. Je pense que oui, que cela va intéresser également les particuliers. Donc, ça, c'est un aspect intéressant qui me permet donc de prendre une décision. Maintenant, en termes d'investissement, on vous dira toujours d'investir en diversifiant. La diversification est d'autant plus réelle en ce qui concerne les startups, d'autant plus que parmi les startups, elles toutes ne réussissent pas. Et donc, ce n'est pas parce que l'idée est belle et tout est joli et que ça va réussir. Alors, le marché peut réagir différemment et la startup peut ne pas réussir. Alors, il est conseillé de diversifier ses investissements sur les startups et même pour ceux qui vont acheter donc les actions également en bourse. Diversifier l'investissement permet ici de pouvoir donc minimiser les risques. Donc, si j'ai investi sur différents projets, différentes entreprises, dans différents secteurs, eh bien, cela me permet de pouvoir rentabiliser sur les projets qui auront réussi et de pouvoir boucher les trous sur les projets qui n'auront pas réussi. Donc, c'est suicidaire d'investir uniquement dans un seul secteur, sur une seule entreprise et ne pas investir ailleurs. Donc, dans le cadre de la diversification, ce projet-là est intéressant pour moi. Investir donc en Inde, c'est intéressant pour moi.
Mais je vais vous partager donc un aspect sur la diversification que beaucoup ne comprennent pas ou bien n'entrevoient pas, ne voient pas. Quand on parle de diversification, tout de suite, en ce qui concerne l'actionnariat dans l'entreprise, les gens pensent, mais tout le monde pense à investir dans différentes entreprises. Oui, investir sur différentes entreprises, c'est diversifier. Oui, d'accord? Mais investir sur différentes entreprises dans un même pays, c'est diversifier d'une façon et ne pas diversifier d'une autre façon. Parce que si vous investissez dans plusieurs entreprises, dans différents secteurs, en Côte d'Ivoire, dans un pays donné, ou bien en France uniquement, ou alors en Russie uniquement, eh bien, c'est vrai, vous avez diversifié sur beaucoup d'entreprises, mais vous êtes sujet donc à, je vais dire quoi, à subir d'énormes pertes, d'énormes conséquences si une situation, je vais dire, catastrophique arrivait donc dans ce pays en question. Je fais allusion donc à un tremblement de terre, à une guerre qui peut déclarer dans ce monde. Voilà, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Et donc, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans mon pays, je ne le souhaite pas. Supposons que j'ai investi dans différentes entreprises en Côte d'Ivoire. Tous mes investissements sont en Côte d'Ivoire. Et que s'il arrivait, je prends même un exemple, un fait réel. En 2010, la Côte d'Ivoire a connu une crise. D'accord? Et pendant cette crise-là, tout était à l'arrêt. Donc, ça veut dire que pendant cette crise, toutes les entreprises dans lesquelles j'aurais investi là, tout était bloqué. Donc, à supposer que cette crise-là avait duré, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme c'est le cas, par exemple, de la crise russo-ukrainienne. Donc, vous comprenez, à travers l'exemple que je donne, que si vous avez vos investissements dans différentes entreprises uniquement en Ukraine, en ce moment même là, vous subissez ou bien vous serez en train de subir d'énormes conséquences. Donc, quand on parle de diversification, certes, il faut investir sur différentes entreprises, mais il faut investir sur différentes entreprises dans différents pays. Ah oui, ça, vous ne l'avez pas vu. Il faut investir dans différentes entreprises, dans différents pays. Et c'est ce que moi j'applique en tant qu'investisseur à la BFVM. J'investis sur des actions d'entreprise ivoiriennes, mais également d'entreprises de la sous-région, Burkina, Mali, Bénin, Togo, etc. Voilà, c'est un principe fondamental que moi j'applique et que je vous invite à appliquer également. Une autre diversification qui n'est pas perçue, c'est la diversification de vos investissements en termes de devises. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'investis à la BFVM en Côte d'Ivoire, sur des entreprises au Burkina, au Mali, et ainsi de suite. Mais voyez-vous, toutes ces entreprises-là ont une devise commune, le franc CFA. Là encore, si j'investis uniquement en zone franc CFA, je m'expose à subir également d'énormes conséquences. Quand on sait que dans les années 90, le franc CFA a connu déjà une dévaluation. Et donc, en cas de dévaluation, en cas de perte de la valeur monétaire, en cas de crise économique dans cette zone-ci, où tous mes investissements dans les différentes entreprises, dans différents pays sont localisés, mais dans la même devise, eh bien, je vais encore subir d'énormes pertes, d'énormes conséquences. Donc, c'est encore dangereux. Et c'est bien pour cela que vous allez remarquer que même les États, les pays, conservent leur avoir, leurs biens dans des devises étrangères. La Russie, par exemple, accepte sa monnaie, le rouble, mais a des biens conservés en devises étrangères, en dollars, en euros. Et c'est pareil pour les autres pays. C'est pour pallier donc à ce problème. Et donc, moi, en tant qu'investisseur, dans ma stratégie de diversification, je ne vais pas investir uniquement que sur les projets en zone CFA. Je ne vais pas investir uniquement que sur les projets en zone rouble, donc en Russie, Biélorussie, ou ainsi de suite. Je ne vais pas investir uniquement que sur les projets en zone euro, en zone dollar ou en zone roupie. Donc, moi, pour ma part, en ce qui concerne les startups, j'investis en zone rouble, donc en Russie. J'investis sur des startups là où c'est possible de le faire dans les startups. Voilà, j'investis en zone dollar, j'investis en zone euro
parce que j'ai investi également sur des startups européennes, sur une startup européenne. J'ai là, cette opportunité me donne l'occasion aussi de pouvoir investir en zone roupie en Inde. Donc, regardez, j'ai investi en Russie, en Côte d'Ivoire à travers la BFVM, en Afrique de l'Ouest ici à travers la BFVM, en Europe, en Inde, et puis, disons, aux Émirats Arabes Unis, ainsi de suite. Alors, vous pensez que je serais l'homme le plus inquiet du monde si une crise économique survenait en zone CFA? Jamais. Si une crise économique survenait en Russie? Jamais. Si une crise économique survenait en zone euro? Jamais. Si une crise économique survenait en zone dollar? Jamais. Ou bien si une crise économique survenait en Inde? Jamais. Voilà comment un investisseur en capital risque, en actionnariat, doit orienter donc sa diversification. Et donc, ce projet-là offre cette possibilité. Une question fondamentale en ce qui concerne cette technologie, c'est que je me pose la question, est-ce que moi-même, là, je suis prêt à acheter ce produit-là? Donc, si les États ne s'opposent pas vigoureusement à cette innovation, eh bien, elle verra le jour. Est-ce que moi-même, je suis prêt à investir, à acheter en tant que client, en tant que consommateur ce produit? Eh bien, oui. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup la connexion Internet dans mon travail, d'accord? Et donc, je ne parle pas du travail du professeur d'éducation physique, mais je parle bien sûr donc en tant qu'investisseur, parce que par le biais de la BFVM, mais c'est sur donc une plateforme digitale en ligne que j'achète des actions. Par le biais de mes investissements, c'est sur une plateforme digitale également que je fais mes investissements dans ces différents projets. Et donc, j'ai besoin également d'Internet pour accéder aux différents réseaux sociaux et ainsi de suite, pour communiquer, ainsi de suite. Donc, j'ai besoin d'une connexion Internet stable, fiable. Mais mieux, j'ai besoin d'une connexion Internet qui puisse me suivre partout. Et là, je vous raconte une petite anecdote. Récemment, j'étais au Bénin. Et ma connexion Internet, qui est une connexion 4G, donc avec une puce locale, ne passe pas là-bas, ou du moins, il fallait donc faire une souscription en roaming, ce qui coûte cher, vous savez déjà. Et donc, une fois arrivé à l'aéroport de Cotonou, il fallait donc acheter une puce locale, faire une souscription à Internet local pour pouvoir me connecter à Internet. Eh bien, grâce donc à ce produit qui est présenté aujourd'hui par cette nouvelle entreprise, je réalise que je quitte en Côte d'Ivoire ici avec mon appareil XP H1100, j'ai accès à Internet. Je suis dans l'avion, j'ai accès à Internet, même si techniquement on me dira, monsieur, éteignez votre appareil pour ne pas brouiller donc les communications. Mais une fois que l'avion atterrit, j'ai accès à Internet, je peux donc communiquer avec mon correspondant qui m'attend à l'aéroport, par exemple. Vous lui dites, tiens, je viens d'atterrir, je suis descendu de l'avion, je suis en train de sortir, je suis à tel contrôle, je suis à tel niveau. Et également aussi informer mes proches qui s'inquiètent par rapport donc au voyage. Je vais donc pouvoir leur dire que je suis bien arrivé, ainsi de suite. Mais il m'a fallu jusqu'à pratiquement tard dans la soirée pour avoir donc accès à Internet pour informer mes proches, pour qu'on puisse me voir en ligne. Eh bien, je comprends en tant que consommateur que grâce à cet appareil-là, je n'aurai plus besoin de ça, je n'ai plus à m'inquiéter, je me déplace partout. Et il ne pèse pas. Là, ce n'est pas une présentation du projet, mais suivez donc les mises à jour donc, sur ma chaîne YouTube et également sur Facebook. Je vous donc ferai donc une présentation détaillée du produit. Vous verrez que c'est un tout petit appareil. D'accord? Un autre point qui fait que moi, je dis que je vais acheter, je ne sais pas pour vous, c'est que en Côte d'Ivoire même où je suis, il arrive que j'effectue des déplacements, soit pour des cas de funérailles, donc le cas de décès, ainsi de suite, et que je me retrouve dans des villages ou dans des campements, entre guillemets, où il n'y a pas d'accès à Internet, il n'y a pas le réseau Internet. Alors cet appareil intègre en son sein le réseau 4G, 5G, 7G, la connectivité par satellite et ainsi de suite. Et donc, moi qui suis au village pour une activité, pour des funérailles, et que
j'ai besoin d'Internet également pour travailler parce que je peux avoir une opportunité d'investissement peut se présenter à moi sur le marché boursier ou alors sur d'autres opportunités. Et j'ai besoin d'Internet pour aller donc voir et pouvoir effectuer cette opération. Mais parce que je suis dans un village où il n'y a pas accès à Internet, ou bien l'accès est difficile, eh bien, je ne peux pas. Je peux ainsi manquer des opportunités. Et récemment, j'étais même dans un village où j'avais besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir saisir une opportunité, une promotion. J'étais obligé de me déplacer, d'aller vers une certaine hauteur pour pouvoir capter un peu de réseau, un peu de connexion Internet. Et là, bon, Dieu merci, j'ai pu donc finaliser cela. Eh bien, je comprends que grâce à cet appareil-là, n'importe où je serai, ici en Côte d'Ivoire, même en pleine forêt, eh bien, j'ai mon appareil qui a une autonomie de 15 jours et j'ai accès à Internet comme si j'étais en pleine ville, en plein cœur d'Abidjan. Donc, pour ces raisons, moi, je suis prêt à acheter ce produit. Je ne sais pas pour vous. Alors, maintenant, tout ça, ce sont des aspects positifs. Tout ça, c'est ce que je pense. Mais il y a ce qui aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a des risques réels qui existent dans le projet. Le fait qu'on n'ait pas de prototype là, j'ai déjà longuement parlé de cela, et que tout ça n'est pas encore prouvé, eh bien cela représente un risque. Mais, je dis bien mais, j'ai affaire ici à une équipe qui a l'expérience, qui est expérimentée par rapport donc à ce domaine, à ce secteur-là. Et donc, je me dis qu'ils seront quand même, ils savent ce qu'ils sont en train de dire et qu'ils seront quand même en mesure de pouvoir donc développer cela. Par rapport à cela, moi, qui n'étais pas, ou bien qui ne suis pas prêt à investir dans une nouvelle technologie, lorsqu'il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de test, il n'y a pas de prototype qui me permet de pouvoir valider, certifier donc l'efficacité, je me dis, tiens, je suis là face à une entreprise qui est unique au monde à proposer un produit qui est unique, une entreprise, un produit qui est capable de révolutionner la connexion Internet, un marché qui est énorme, et je me dis que tiens, c'est vrai, ils n'ont pas de prototype, mais, et on réfléchit ensemble, hein, si l'entreprise réussit au bout de quelques mois, quelques années, les premières années, à faire sortir un prototype, à faire les tests et à prouver l'efficacité de cet appareil-là, moi qui suis investisseur en capital risque, moi je pense que le financement nécessaire sera clôturé, que les clients potentiels vont affluer une fois que le produit-là aura prouvé sa viabilité, son efficacité à travers les tests-là, et qu'on aurait déjà, à travers ça, donc, une licence, un brevet de brevet, et bien, la suite du projet là va connaître une accélération. Donc, j'ai face à moi une potentielle licorne. Attention. Donc, je ne réfléchis plus trop comme, voilà. Et que si moi, en tant que petit investisseur, si vous, en tant que petit investisseur, vous voulez saisir l'opportunité de pouvoir vraiment participer à ce projet avec un maximum d'avantages, c'est peut-être pendant qu'on est à l'étape d'idée. C'est peut-être pendant qu'on est à l'étape d'idée. Donc, par rapport à cela, je dis, tiens, c'est quelque chose de fondamental, le fait qu'il n'y a pas de prototype, mais l'idée est tellement intéressante, l'équipe a tellement les compétences, a aussi les compétences professionnelles, avec tout ce que j'ai énuméré comme, disons, avantage ou bien comme argument par rapport donc à mon avis, à ce que je pense, la diversification et tout ça là. Alors, je me dis que, eh bien, il faudrait quand même leur accorder le bénéfice du doute, leur accorder quand même un petit montant pour voir ce qu'ils vont faire. Alors, par rapport à cela, si ce projet est intéressant pour vous, il est intéressant pour moi en tout cas, hein, et vous pouvez le lire déjà, s'il est intéressant pour vous également et que vous voulez suivre l'évolution du projet, ou alors que vous voulez peut-être là accorder le bénéfice du doute, vous leur dites tiens, je vais participer à ce projet dès le début, alors moi j'ai formulé donc des recommandations. Donc des recommandations que moi je vais observer et donc que je vais vous soumettre également. Par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est intéressant, on a affaire à quelque chose d'unique, d'exclusif, alors ça sera vraiment une très bonne affaire, une très très bonne affaire. Alors, pour ceux qui vont vouloir donc s'inscrire à ce projet, je vous invite par précaution, par prudence, d'utiliser un email ou
un mot de passe ou alors un email et un mot de passe qui est différent des autres mails et mots de passe que vous avez eu à utiliser sur d'autres projets, sur d'autres comptes. Donc là, il s'agit donc de ceux qui me suivent et qui ont investi dans différents projets de capital risque, d'actionnariat, même en bourse et autres. N'utilisez pas la même adresse mail, n'utilisez pas le même mot de passe. Si vous voulez utiliser la même adresse email, utilisez un autre mot de passe. C'est une recommandation très importante. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, voyez-vous, la base de données de cette nouvelle opportunité peut être, je vais dire, corrompue, peut être dérobée par des hackers, par des anarcheurs, tout comme ça peut être le cas sur un ancien projet. Et si vous avez utilisé le même mail et le même mot de passe, les gens, les anarcheurs également savent que vous qui avez investi, ou ceux qui investissent dans ce projet ou dans certains projets que je ne cite pas là parce que ce n'est pas le cadre, pour la plupart ont également investi ici, ça et là. Et si vous utilisez les mêmes mails, le même mot de passe, il suffira qu'on dérobe les données personnelles d'un site en particulier parce qu'ils auraient détecté que la sécurité n'est pas renforcée, n'est pas dense là-bas. Et on va utiliser les mêmes mails, le même mot de passe pour aller se connecter, pour essayer sur les autres projets. Et s'ils arrivent à accéder à votre compte, imaginez-vous déjà ce qu'ils peuvent en faire. Voilà. Ils vont même changer vos mots de passe, changer vos mails de connexion, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas prudent. Je ne dis pas que le site de Xfloria sera donc sujet à des hacks et que soit les fondateurs vont pirater vos données. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les plateformes en ligne sont sujettes à des attaques et que les données personnelles peuvent être dérobées par ces hackers. Et donc, ce n'est pas prudent d'utiliser le même mail et le même mot de passe. Surtout que sur les anciens projets, les premiers projets sur lesquels nous autres avons investi, nous sommes proches de la rentabilité. Que ces entreprises devenues maintenant un peu plus matures commencent à leur activité commerciale, on parle de plus en plus de paiement de dividendes. Et donc, il ne faudrait pas donc prendre des risques de partager les mêmes données personnelles que vous avez avec ces projets-là, avec un nouveau projet. Sur Xfloria surtout. D'accord. Autre recommandation, à ce stade, le projet est intéressant pour moi. Alors, si vous voulez investir, moi je vais le faire. Voilà, je vais miser. Donc, si vous voulez investir, alors investissez un montant que vous êtes prêt à perdre. Alors, par rapport donc à cette recommandation, je pense que investir une somme comme $500 jusqu'à $5,000 en fonction de vos possibilités à ce stade précoce du projet là, ça serait raisonnable. D'accord. Si vous pouvez investir par exemple $5,000, investissez $500. Allez sur le minimum. Si vous voulez, vous pouvez investir $30,000, $50,000, allez sur un pack de $5,000. Un montant que vous pouvez perdre, accepter de perdre sans vraiment que cela vraiment vous écoeure, vous fasse tant mal, sans que vous réalisez ou bien, en tout cas, sans faire de scandale. Parce qu'on a fait une start-up. On a fait quelque chose qui est intéressant, mais on a fait un produit inexistant. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de test. Donc, allez-y avec la manière. Commencez tout doucement. Alors, vous pouvez également aussi vous inscrire et suivre le projet avant donc de démarrer. Mais comme je le dis, ça n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil à investissement ou du moins un appel. Mais moi, par rapport donc aux avantages et au potentiel énorme de cette entreprise, de ce produit-là, moi, je vais donc leur accorder donc un petit montant. Et le montant que vous voulez investir à ce stade précoce d'idée, de pré-amorçage, ne le faites pas, n'investissez pas d'intérêt. Ne faites pas un paiement unique. Faites les paiements mensuellement et il en aura. D'accord? Donc, je ferai une vidéo présentation du projet. Vous verrez également aussi les paiements mensuels qui sont disponibles sur cette opportunité. Donc, moi, je vais investir par exemple $500, $1,000, $2,000 ou $5,000. J'ai l'argent, j'ai toute la somme. Je vous déconseille fortement d'investir toute la somme. Investissez cette somme mensuellement. Parce que, en le faisant d'intérêt,
L'équipe n'a pas encore prouvé sa compétence à développer ce produit, même s'ils ont l'expérience et ils sont des professionnels dans ce secteur, mais ils n'ont pas encore développé le produit. Donc, vous leur donnez tout le capital, et si jamais, je dis, mais je touche du bois, si jamais ils n'ont pas réussi à développer et à effectuer les tests, en ce moment, vous aurez perdu tout votre capital. Je pense pour ma part qu'au bout de 10 mois, 1 an, 2 ans, on aura quand même ce produit-là, le prototype, les tests, et on verra les résultats de ces tests-là pour voir si on tend vers les avantages qui ont été déclarés. Et donc, pour moi, si je vais investir $500, je fais cet investissement mensuellement sur 10 mois, si on me permet de faire ces 10 mois, en tout cas sur le nombre maximum de mois qu'on va me permettre d'investir. Donc, si vous avez toute la somme, je vous conseille de recharger votre carte s'il y a le paiement par Visa ou bien de mettre cette somme de côté. Mais chaque mois, vous enlevez l'équivalent, par exemple, si c'est $50 sur 10 mois pour $500, vous payez $50 par mois. Alors, au bout de quelques mois, l'entreprise va quand même nous montrer ce qu'elle sait faire à partir des premiers investissements. Et n'ayez pas peur, parce que l'investissement que vous allez réaliser, $50, nous sommes 50, nous sommes 100, nous sommes 1000 à le faire mensuellement. Donc, l'entreprise aura quand même $50 fois 100, fois 1000, fois 200, fois 500. Ils auront suffisamment de fonds pour pouvoir donc lancer les développements pendant que vous serez en train de faire les paiements mensuels parce que vous n'êtes pas le seul. Alors, avec ce que l'ensemble des investisseurs qui ont cru en l'idée auront donc octroyé à l'entreprise, elle va nous démontrer donc son savoir-faire dans ce domaine. Et au fur et à mesure des paiements jusqu'au bout de 10 mois, on verra l'évolution positive. Donc, c'est important. Pour un montant de, par exemple, 1000, 2000 ou $5000, si vous pouvez faire les paiements mensuels jusqu'à sur 20 mois, sur 30 mois, ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi. Alors, faites-le pour ce début. Et lorsque l'entreprise, l'équipe, aura à démontrer à partir donc des prototypes, des tests et tout ça là, qu'elle sait faire ou bien qu'elle elle est compétente pour amener le projet à bon port et qu'on a vu de nos propres yeux ce qui a été réalisé en ce moment-là. En ce moment-là, moi, ce qui me concerne, ce n'est pas un conseil. Donc, en ce moment-là, bien sûr, je ferai donc plus d'investissement. Voilà. Parce que si les caractéristiques sont confirmées, les tests ont démarré et qu'on confirme les caractéristiques, alors c'est clair qu'un tel produit ne va pas chômer sur le marché. Et là, c'est le moment idéal d'augmenter. Et donc, vous avez l'opportunité, le choix. Soit vous décidez d'observer jusqu'à ce qu'on ait le prototype, mais je vous dis, si on observe trop un tel projet, quand le prototype sera là, les tests seront donc concluants, c'est pas sûr que vous puissiez avoir le capital, les parts du projet à moindre coût. C'est pas évident que l'offre soit disponible encore aussi pour une longue période. Donc, pour un petit investisseur, le moment est idéal. Et donc, il faut investir ce qu'on peut accepter de perdre. Il faut investir juste le minimum. Il faut investir vraiment mensuellement et non un coup, KO, comme on le dit chez nous. D'accord? Donc, voici là les quelques recommandations, ce que moi je vais appliquer et ce que je recommande à ceux qui souhaiteraient s'engager dans ce projet. Alors, si vous êtes intéressé, comme je le dis, je vous invite donc à vous inscrire à travers donc le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors, votre inscription, en fait, ce n'est pas que vous allez forcément investir tout de suite, mais ça marque que ça m'intéresse, c'est intéressant, je vais suivre le projet. Lorsque vous êtes inscrit, vous suivez l'évolution, vous recevrez les mails du projet et vous avez donc la possibilité de voir, je me suis inscrit tel jour et bien, voici comment le projet là a avancé. Afin qu'à un stade vraiment crucial, vous puissiez donc rejoindre le projet en tant qu'investisseur ou alors vous décidez de ne pas du tout rejoindre le projet parce que ce que vous aurez vu ne vous a pas convaincu. Voilà. Donc, je vous invite à faire l'ouverture donc de votre compte. D'accord, c'est gratuit, c'est cadeau, on ne paye rien. Vous ouvrez votre compte et
pour suivre, parce que beaucoup ne vont pas se connecter régulièrement sur le site, mais on parle tous sur WhatsApp. C'est pour cela que j'ai mis en place un groupe WhatsApp, donc pour les membres de mon équipe, bien sûr. Et donc, vous remplissez, si vous inscrivez et que vous voulez faire partie de mon équipe, à moi pour suivre l'évolution du projet et d'autres présentations à venir et tout ça. Alors, je vous invite donc à remplir le formulaire, d'accord, Google là, afin donc d'être ajouté sur notre groupe WhatsApp pour suivre l'évolution de ce projet qui est intéressant, je le souligne. Également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et voilà, pour ceux qui sont sur Facebook, pour suivre mes publications. C'est vrai que je ne suis pas très actif sur YouTube, mais je me ferai fort de poster incessamment donc une vidéo de présentation de ce projet-là. Et là, c'est plutôt une vidéo pour donner donc mon avis sur cette opportunité-là, afin que vous puissiez vous aussi faire vos propres recherches, orienter vos propres recherches et aussi prendre peut-être une décision, voilà, éclairée. Une décision éclairée. Donc voilà, abonnez-vous et voilà, vous aurez bien d'autres vidéos. Et pour ceux qui sont intéressés également par investir à la BRVM, sachez que je suis en train de travailler là. Je travaille donc sur un projet, un contenu éducatif pour donc lancer donc une formation sur donc l'investissement en bourse à la BRVM. Voilà, parce que l'environnement local de la sous-région ne permet pas à ce stade actuel-là de pouvoir investir dans des startups ivoiriennes, africaines, béninoises, togolaises, qui sont donc des startups technologiques qui offrent un certain potentiel de croissance. Je veux dire, l'environnement ne permet pas. D'accord? Et donc, ce qui est possible de faire en tant que particulier pour nous autres, c'est de pouvoir investir directement en bourse à la BRVM, sachant bien sûr que les actions là-bas ont certains coûts, ainsi de suite. Donc, voilà. Je suis en train d'éditer donc un contenu éducatif, donc j'espère pouvoir lancer donc l'information dans ce sens-là pour ceux que ça intéresserait. Donc abonnez-vous donc à ma chaîne, suivez mes publications sur mes réseaux sociaux et vous aurez au moment opportun donc ces séances d'information que je vais lancer. Alors vous avez mes contacts, je les mettrai également aussi en description de la vidéo. Donc mon WhatsApp qui est affiché là. Vous avez mon compte Facebook, Pacom Meya, avec le badge certifié bleu, d'accord, et le compte Telegram. C'est sur vraiment ces réseaux sociaux-là que je suis actif et que j'interviens. Je suis moins actif même sur Telegram, plus actif sur WhatsApp et Facebook, mais ceux qui utilisent Telegram, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Voilà. Alors, petite précision, pour être ajouté dans le groupe WhatsApp, il faut impérativement s'inscrire d'abord et puis remplir le Google Form. Je ne partage pas le lien du groupe WhatsApp parce que il y a des petits malins, des personnes qui intègrent, et ça c'est le travail, qui intègrent le groupe WhatsApp et qui copient, on va dire, qui copient donc les contacts et qui viennent par la suite proposer des choses qui ne sont pas très du tout catholiques. Et la personne, très souvent, ces personnes-là utilisent très souvent le nom de l'entreprise ou bien de la plateforme où on a pris vos contacts pour vous mettre en confiance, d'accord? Et donc, je vais pouvoir ajouter dans notre groupe WhatsApp dédié à ce projet-là des personnes avec un nom. Donc, des personnes connues, un nom, un contact, des personnes inscrites. Au moins, ton inscription va nous dire que tu es intéressé par ce projet, même si tu ne veux pas investir maintenant, même si tu ne penses pas du tout investir, mais ce projet-là t'intéresse et que, bon, tu veux suivre l'évolution des choses. Et donc, dans le groupe WhatsApp, vous aurez donc les interventions, ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'avais vraiment à partager avec vous à travers cette vidéo. Je la voulais courte, mais je pense qu'elle a été un peu longue, mais tous les détails qui ont été donnés, je pense que c'est utile. Voilà, ça sera utile pour vous. Faites vos propres recherches, comme je l'ai dit. J'ai fait mes recherches, je vous ai partagé donc le contenu, je vous ai partagé mon avis, ce que je pense, mes orientations et tout ça. Je vous invite à faire vos propres recherches et si vous êtes vraiment intéressé par ce projet-là, n'hésitez pas à vous inscrire et à remplir le formulaire pour intégrer le groupe WhatsApp, à rejoindre mon équipe et afin que nous puissions donc explorer ensemble ce projet-là. Alors là, c'est donc Pacom Meya,
professeur certifié d'éducation physique et sportive, mais là, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas parlé du tout de sport. Je vous ai parlé d'investissement en actionnariat. Et là, il s'agit donc du capital risque d'investissement dans une start-up indienne qui se lance sur le marché du financement participatif également. Et très bientôt, je vous parlerai également, toujours dans ce domaine d'actionnariat-là, de l'investissement à la BRVM en bourse et de ce que je pense et des stratégies que j'ai mis en place et tout ça dans le dans le cadre de formation que je vais lancer très bientôt une fois que j'aurai pour finir tout ça. Alors, merci à vous. J'attends vos réactions en commentaire et vos suggestions, questions, vos avis sur le projet également et tout ça. Très bonne, je vais dire, journée ou soirée. Ça dépend du moment durant lequel vous suivez cette vidéo et à très bientôt.